Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Akitsu Leader Voice. Aujourd'hui, j'accueille Ndaye Kumba Fall. Kumba est ingénieure, entrepreneur et je profite de son passage à Vivatech pour avoir cette interview avec elle. Elle a un parcours vraiment que je trouve inspirant, à la fois dans son métier d'ingénieure en tant que femme dans la tech, mais aussi en tant que visionnaire. Elle va nous partager aussi tout son retour sur ce qu'elle pense de la tech, de la souveraineté aujourd'hui. Je vous laisse découvrir notre conversation maintenant. Bonjour Kumba, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui à Paris pour ce podcast qui s'appelle Akitsu Leader Voice, que tu connais. On parle de transformation, de leadership, d'impact. Et pour moi, tu représentes un peu ces trois par ton parcours. Et bienvenue, je suis ravie de te retrouver. Comment vas-tu? Bonjour Andrea, merci beaucoup. Merci de m'avoir aujourd'hui. C'est vrai que je suis à Akitsu depuis le début, donc je suis très fière et contente de l'invitation. Donc voilà, Bon, merci de m'avoir. Je suis ravie et je profite de ton passage à Paris pour Vivatech, donc le plus grand événement tech d'Europe, pour qu'on puisse avoir cet échange à la fois sur ton parcours, mais sur tes engagements aussi. Et la question que j'aime poser à mes invités, c'est le fil conducteur de leur parcours, s'il y en a un. Et donc, je te pose la même question. Est-ce que tu as un fil conducteur finalement au fil de ta carrière, de ton parcours, de ta vie même, si on veut le dire? Qu'est-ce que ce fil conducteur-là? Je pense que le fil conducteur a toujours été l'envie, je pense, l'envie de rendre fiers mes parents et l'envie aussi de faire quelque chose dont je serais fière aussi de ma vie. Donc je pense que c'est ça. Donc c'est cette envie-là qui a été mon essence, mon fuel. Absolument, ton moteur qui te ça. pousse. Et donc tu es ingénieur de formation, ingénieur à la base. C'est ça. Et aujourd'hui entrepreneur. Alors, je veux qu'on parle de tout ça, tout ce parcours. Alors, quand est-ce que tu as commencé tes études et pourquoi des études d'ingénieur? Comment c'est arrivé pour toi? Oui. Alors moi, je suis née à Dakar, comme tu le sais. Et donc, mon père est militaire, médecin militaire pour être précis. Donc, pendant longtemps, il m'a groomée pour être médecin. Donc, voilà, j'ai fait des études scientifiques. J'étais plutôt bonne à l'école, voilà, troisième, en tout cas, toujours dans les 5 premiers, 10 premiers de la classe à certaines époques. Mais donc, j'ai fait des études scientifiques à Thiès, dans la deuxième ville du Sénégal. Donc, comme on suivait mon père dans les différentes régions, on a habité pas mal de régions du pays. Même si je suis née à Dakar, après on a vécu dans le sud, dans le nord, etc. Et donc à l'époque, je devais faire le concours de santé militaire et aussi m'inscrire à l'université Cheikh Anta Diop. Et donc, ce qui s'est passé, c'était que l'année du bac, où il fallait donc faire les tests, donc avec les militaires, il y a énormément de tests à faire, physiques, donc j'ai tout fait. Et lorsque j'y allais, ils me disaient « Ah oui, donc toi, t'es la fille de telle, ben, on va bien te bisouter, est-ce que vous allez venir ?» Bon, ça me faisait rire. Mais à l'époque, donc, moi, finalement, pour en revenir, comment je suis arrivée à être ingénieure en électronique, après spécialisée télécom dans les transmissions. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tout le process qu'il fallait. J'avais les bonnes notes en physique, en sciences naturelles, voilà, pour pouvoir vraiment arriver à entrer en médecine. Et donc, mais il faut savoir que moi, j'habitais à l'école polytechnique de Thiès. D'accord. Et ma maman travaillait là-bas. Donc, j'étais entourée d'ingénieurs, en fait, finalement. Oui. Et donc, je pense que ça a commencé
changer un peu mon idée sur ce que je voulais faire. Et je me disais aussi, médecine, c'est long quand même. Et comme j'aime bien faire, je ne veux pas m'arrêter à médecine généraliste, il faut après. Donc, je me dis, j'en ai allé pour 14 ans après, c'est long. C'est long. Après, je pense que plus jeune, on ne pense pas aussi loin. Je pense rétrospectivement, je peux dire ça, mais je pense que quand j'étais jeune, c'était plus... aujourd'hui, ben, je vois énormément d'informatique, d'ordinateur. On avait l'ordinateur. Mon père m'a appris à taper. Voilà, il me disait, voilà, ce texte-là, vas-y, tape-le. Donc, je le tape. Donc, je l'aidais, etc. Dans ces discours qu'il fallait retaper, etc. Et là, j'étais déjà peut-être en CM2 collège. Très bien. Donc très, très tôt déjà, il t'avait inculqué cette... C'est ça. Et au début, il m'avait même acheté les dactylos, ce que les secrétaires utilisaient avec le papier qui sortait. Je me rappelle, j'adorais ça. Non, mais franchement, Andrea, j'ai énormément fait avec parce que lors des exposés à l'école, j'utilisais cet outil-là. Donc vraiment, et je jouais à taper le plus rapidement possible, en fait, finalement. Et donc le bac est là, et donc le concours de médecine, les jours où il fallait faire les concours écrits, ça tombait avec les jours de nos compositions. À l'époque, on appelait donc les examens. Oui. Et donc finalement, j'ai dit, ben moi, finalement, j'ai commencé à est-ce que je ne vais pas faire ingénieur informatique, vous voyez. Et après... donc au début, ça a commencé à mûrir. Et puis, mon père m'a présenté lors des dernières vacances, l'année du bac, là, un ingénieur. C'est vrai que je ne pense pas souvent à cet épisode, mais quand tu m'as posé la question, c'est venu. C'était un ingénieur de Orange. C'était un Sénégalais qui travaillait chez France Télécom, donc à l'époque. Il m'avait présenté, on était allés chez lui et tout. Donc il m'avait expliqué son parcours. Donc finalement, je pense que tout ça est rentré dans ma tête sans que je fasse très attention. Après, mon père m'a présenté à ce monsieur. Bon, je ne vais pas dire le nom parce que je ne sais pas si... Mais je pense qu'aujourd'hui, il doit être allé 60 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais trop émerveillée de choses qu'il était en train de nous raconter. Donc, ça a planté une graine finalement dans ta tête et ça a commencé à... Donc, je ne suis jamais allée faire les épreuves. Les épreuves Mon père était en voyage, donc je lui ai dit, en fait, j'ai des examens, donc je ne pourrais pas. Et pourtant, au lycée, il nous avait dit, ceux qui voulaient faire le concours de médecine, ils pouvaient s'absenter, je n'ai jamais raconté toute cette histoire. Et donc, ça restera dans le podcast. J'ai fait le concours, exactement, il va le voir. J'ai fait le concours de l'ESP à l'époque. Et c'était la première promo télécom. Donc je me suis inscrite en télécommunication et j'ai été acceptée. Donc, c'est comme ça qu'a commencé finalement mon circuit d'ingénieur. Donc, j'ai fait 2 ans à Dakar. Puis, je suis allée à Nice, à Polytechnique Nice. Polytechnique Nice. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça donc tu arrives en France, à Nice, pour tes études d'ingénieur. En 2004. En 2004, très bien. Et donc, tu continues effectivement après... c'est ça. Tu rentres dans le monde du travail. Et donc, quand tu termines, tu commences par... Donc, j'ai un stage, le stage de fin d'études chez Bouygues Télécom. Donc, je commence là-bas. Donc, le stage se passe très bien. Donc, au passage, je salue mon ancien maître de stage, Adil Moumine. On est resté en contact. Donc, j'ai énormément appris de lui. Il y avait aussi Sébastien Bouchez, avec qui vraiment ils m'ont pris... Et vraiment, c'était une très belle période. J'ai vraiment bien commencé. Ah oui, donc tout de suite, tu as vu aussi la force du mentorat, d'être entouré par les bonnes personnes. Parce qu'en études, je viens juste eu l'étude d'ingénieur, parce qu'aujourd'hui, il y a des questions autour des femmes dans la tech. Oui. J'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, vous étiez très peu nombreuses. Comment toi, tu as vécu cette période finalement? C'est vrai. C'est vrai que même au lycée, même si peut-être qu'on était 30%, on avait déjà moins de femmes en fait, déjà. Oui. Et je pense que à mon époque, je ne sais plus maintenant, mais je sais qu'à notre époque, il y avait toujours, peut-être soit 7 sur 10 d'hommes et 30%, et des fois même moins. Donc, ceux qui font MP, il peut y avoir 0 femme dans certaines classes. Oui. Des fois, ils étaient 10 MP, dans la classe. C'est maths physique. Et moi, j'ai fait physique SVT. Et maths aussi, mais c'était les 2 matières. Donc, quand vous souhaitez faire médecine, disons,
À l'époque, c'était, voilà, les sciences naturelles étaient dominantes. Donc, peut-être qu'il fallait aller un peu plus sur ces matières-là. Mais aujourd'hui, il y a pas de... Il y en a qui font MP, qui finissent en médecine, effectivement. Et donc, les statistiques, c'est ça, Andrea. Il y a beaucoup moins de femmes. Je pense qu'aujourd'hui, un peu plus. Mais moi, à mon époque, des fois, je me retrouve dans des pièces où je suis la seule femme. Effectivement. Je pense qu'à Bouygues, dans notre service, je pense que je pouvais être la seule. Oui, au début. Après, d'autres sont arrivés. Mais on peut se sentir seule des fois. Oui. Mais avec ces messieurs, je ne me suis pas sentie seule. Voilà. Oui, parce que tu étais vraiment, tu avais comme des mentors finalement qui t'accompagnaient. Oui. Et des fois, je montais sur les toits de Paris parce qu'il fallait aller sur les BTS. Je me rappelle... Je pense donc les BTS, c'est les... Oui, excuse-moi. Les BTS, voilà, c'est les antennes que vous voyez sur les toits. À l'époque, c'était la 2G, 3G, début de la 4G. Moi, je suis arrivée dans les télécoms début. Donc, on swappait, en fait, finalement, voilà, de technologies. Comme aujourd'hui, on pense, voilà, on va éteindre la 2G en France. Ben voilà. Donc, à l'époque, on allumait la 4G, on dit, entre guillemets. Donc, pour pouvoir faire des tests, des fois, on allait sur les toits de Paris. Donc, je pouvais passer des semaines et ne pas aller au bureau et aller sur les toits. C'était comment? Non, mais raconte. Mais c'est magnifique. Des fois, on arrive sur un immeuble, on voit la Tour Eiffel toute la journée. C'est magnifique. Donc, et puis là, souvent, j'étais la seule femme aussi. Donc, il fallait monter. Et donc, il y en a certains, surtout les techniciens qui ont l'habitude d'être sur site. Et juste entre messieurs, ils m'ont dit, ouais, faites attention. Je dis, non, je monte, je vais monter comme tout le monde. Voilà, même si je n'avais pas l'habitude au début. J'ai pas peur, en fait, de me salir ou de me faire mal. Voilà, mais bon. Après, il y avait toutes les règles de sécurité aussi qui étaient prises en compte. Et c'était très bien. J'ai toujours eu de la bienveillance malgré que j'étais dans un milieu d'hommes, sincèrement. J'ai jamais senti... que j'étais pas à ma place. Au contraire, j'ai toujours eu des chefs, des responsables, des collègues bienveillants par rapport au fait que je suis femme. J'ai pas vu de traitement différent. Après, peut-être ça, plus tard dans ma carrière, je peux, voilà, peut-être qu'on va en parler après, mais au début, non, j'ai pas senti. Par contre, à l'école, des fois, on peut se sentir seul. Il y avait, voilà, nous, on était en classe, en école d'ingénieur, je pense qu'on devait faire 10% de la promo. Et si on, parce qu'il y a différentes spécialités, peut-être qu'on peut être 20 par classe, disons, il y avait 3 ou 4 spécialités si je me rappelle. Donc disons qu'il y a 60 élèves, il y a 6 filles. Donc c'était très peu représenté. C'est ça. Donc on est obligé de s'entendre avec les filles, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Et puis voilà, les garçons... Ça allait aussi. Oui, mais c'est beau ce que tu as dit parce que de dire que oui, j'ai senti vraiment de la bienveillance, du fait d'être entourée et d'être à ma place. Personne ne m'a fait sentir que je ne suis pas à ma place. Et en tout cas, tout le monde m'a fait sentir que je suis à ma place. Ça, c'est très beau parce qu'on n'entend pas ça souvent. Ce qu'on entend, c'est qu'on nous dit parfois, bah, ça, c'est pas pour toi, ça, c'est pas pour toi. Et donc, c'est un très beau témoignage aussi qui dit, bah, on peut être entouré de personnes qui nous disent, bah, c'est vrai. Andrea, Kumba, tu es à ta place ici. Et effectivement, bah, comme tout le monde, je vais monter sur les toits. Et c'est vraiment... Je pense que sans ça, en fait, on n'arrivera pas à évoluer et aussi à avoir cette, je pense aussi. Cette parité dans les métiers de l'ingénieur, de la tech, etc. Donc, très beau témoignage. Et donc, effectivement, les études sont terminées et le monde du travail qui commence et finalement, comment cette carrière-là, comment tu l'amènes avec... parce qu'après, je sais que tu es maman aujourd'hui, maman de 2 garçons mariés. Et comment ça s'organise, toute cette carrière? C'est vrai que j'ai oublié de te dire, à l'époque, quand j'ai commencé à Bouygues, ben, lorsqu'ils m'ont accepté au stage... Et c'est là que je suis tombée enceinte, en fait. Je ne savais pas. Oui, c'était pas programmé. Donc, on oublie le pilule. Anyway, donc ça s'est passé. Et donc, j'appréhendais quand même malgré tout.
Et donc après, bon, j'en ai parlé ouvertement. Et donc malgré ça, voilà, comme j'ai dit, voilà. Et donc voilà, je pense que on se connaît un peu. Je suis pas celle qui va attendre ou baisser les bras ou donc malgré ça, je me donnais à fond en fait. Et donc après l'accouchement et après la fin du stage, je suis retournée chez Bouygues. J'ai fait 3 ans, je pense, et demi. Ah oui, donc effectivement, tu as eu ton bébé pendant le stage, c'est ça ou après. Juste après le stage. À la fin du stage. Puis à la fin du stage. J'ai commencé février, c'était 6 mois. Donc j'ai dû arrêter fin juillet alors. D'accord, très bien. Et août, j'ai accouché. Et octobre, après, je suis retournée au travail. Bravo. Comme quoi, c'est possible. C'est ça. C'est ça. Voilà. Très bien. Et donc, oui, donc tu mènes ta carrière et finalement, comment tu t'organises en termes Oui, donc le premier, effectivement, le premier, il y a le mari, bien sûr, qui est là, qui est partenaire de vie. Et donc moi, j'ai eu cette chance-là aussi. Donc, effectivement, mon mari travaillait sur Paris ou des fois voyageait à cause de son travail. J'étais là. Mais sinon, la plupart du temps, oui, voilà, il y avait le mari qui était là, qui aide, bien sûr, les crèches, etc. Mais voilà. Pour l'organisation. C'est ça, pour l'organisation, c'était ça. Voilà, donc j'ai pas, oui, il y a eu des moments compliqués, je pense, comme toute maman. Et voilà, il fallait déposer tôt, aller chercher. Voilà, je faisais partie en fait de celles qui récupéraient la dernière. Je t'assure, Andrea. Des fois, le pauvre. Et pourtant, je faisais tout, voilà, déjà pour arriver à l'heure à la crèche, mais aussi pour pas quitter à des heures pas possibles le boulot. Voilà. Donc, je pense que mon fils faisait partie des derniers à chaque fois. Donc, un jour, le pauvre, donc je suis venue, je le récupère, mais il y avait un jour un autre enfant qu'on avait peut-être oublié ou qui était aussi, la maman était en retard. Et il a dit qu'il ne rentre pas tant que l'autre parent n'arrive pas. Donc on a attendu. Ah oui, il dit sinon on va laisser mon ami tout seul. J'ai dit oulala. On a attendu. J'ai trouvé ça très très gentil, très humain. Oui, donc voilà. Déjà tout petit, je me rappellerai toujours de cette anecdote là. Ouais. Oui, il y a des moments stressants quand ils sont petits et qu'il faut aller les chercher parce que voilà, mon mari était beaucoup plus loin et moi j'avais la voiture, lui il prenait les transports en commun. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Après le temps passe, ils grandissent, c'est beaucoup moins compliqué. Oui. Excellent. En tout cas, c'est vrai que ça demande une organisation aussi. Totalement. La famille aide aussi. Voilà, pendant l'été ou lors de certaines fêtes, la famille aide. Donc, je remercie au passage ma mère qui m'aidait beaucoup, sincèrement. Oui, c'est donc, important il pouvait de venir le dire. plusieurs semaines pour m'aider, pour me décharger. Lorsque je voyageais aussi, voilà, au bout de 7 ans de carrière, j'ai commencé à quand même beaucoup bouger dans le cadre de mon travail, disons. Tous les mois, par exemple, voilà, j'allais au Luxembourg, en Allemagne pour le travail, ou en Belgique, parce que je couvrais l'Europe de l'Ouest. Mais vraiment, voilà, donc je la remercie. Donc ça, il faut tout un village, comme on dit, je pense. Mais c'est très vrai d'être entouré de ces personnes-là, ressources, qui nous permettent aussi de faciliter la tâche et d'être à 100% sur dans notre ambition, parce que l'ambition, elle est là, et puis il y a aussi un parcours. Juste pour revenir à donc ton métier d'ingénieur, effectivement, aujourd'hui, donc, quand tu me dis donc, dans les télécoms, comment ça s'est fait pour toi, ces différentes prises de poste, en tout cas ton métier, ce que tu faisais concrètement? Au début, c'était très technique. Donc, moi, je faisais de la validation au début. La validation dans les télécoms, disons, ou chez les opérateurs télécoms, c'est en fait l'antichambre du déploiement. Donc, toutes les technologies arrivent en maquette, on appelle maquette. Donc, c'est un mini-réseau qui est déployé voilà, dans les locaux de l'opérateur. Donc, où à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle feature, donc on le teste. Ça peut être pendant des mois, des semaines, si c'est de gros changements.
Et avant de l'introduire dans le réseau. Donc, on n'arrive pas, on dit, allez, la 5G est là, on vous branche les antennes. Non, ça veut dire souvent qu'ils ont commencé à travailler depuis même 3 ans et derrière. Donc, dès que ça commence à être en R&D, en recherche et développement, il y a, voilà. Et dès que les produits sont là, on commence à tester, les choix sont faits. On teste, on refait des choix, il y a des modifs. Donc, pour éviter que lorsque vous voulez passer un appel qu'il y ait des soucis. Donc, moi, je faisais ça. Et donc, c'était très technique. On avait les mains dans le cambouis. Et donc, voilà. Et là, aussi, il n'y a pas beaucoup d'hommes. et donc, mais franchement, je rencontrais surtout que ce soit les ingénieurs ou les techniciens qui sont expérimentés, parce qu'on arrive, malgré tout qu'on est ingénieur, il y a des gens qu'on trouve sur place qui ont cette expérience-là. Et moi, j'ai eu cette chance-là d'être entourée par ce type de personnes qui voulaient aussi me faire passer quelque chose. Et donc, il faut être aussi à l'écoute, malgré que des fois, le niveau d'études peut être différent. Mais voilà, c'est des choses qui sont arrivées où voilà, un technicien m'expliquait telle chose, c'est mieux de le faire comme ça parce qu'il y a la réalité du terrain, on dit. Oui. Et donc ça, c'était de très belles périodes. Franchement. Donc il faut être à l'écoute. Oui, il faut être à l'écoute. C'est pas parce qu'on n'a pas forcément les mêmes niveaux d'études. C'est ça. Mais il y a une réalité terrain, une expérience aussi. Exactement. Donc à vivre. Donc c'est ça que je faisais, Andrea. Donc différents équipements, différentes upgrades logiciels. Donc lorsqu'on veut upgrader le réseau, donc changer de version logicielle, hardware aussi, on passe par la maquette. Donc, toutes les nouveautés arrivent. Donc, c'est ça aussi qui me plaisait. Moi, j'aime... Oui, d'être comme tu dis, dans l'antichambre, finalement, exactement, d'être en amont exactement. ou aval d'ailleurs. Mais en tout cas, tu es avant que les solutions arrivent sur le marché. C'est ça. Et des solutions même s'arrêtent en maquette, non? Oui. Quand on teste que ça marche pas. Et qu'on dit non, ça ne va pas. Voilà. Oui. Mais au moins, on aura découvert, expérimenté. Donc, il y a ça qui est hyper intéressant, je trouve. Oui, non, c'est sûr. Et après, donc, tu es passé chez Myriad aussi? Ça, c'est beaucoup plus tard. Avant, j'ai fait Infovista, qui est une boîte qui fait du logiciel en France, effectivement. Là-bas aussi, très belle expérience. Je suis restée 3 ans, je pense, et quelques. Et là-bas aussi, de la validation, mais là, beaucoup de software. Mais ça, c'était des outils qui étaient dédiés aussi aux opérateurs, disons. Donc, des outils pour scanner les réseaux, etc. Donc, et pour manager les réseaux aussi. Voilà. Donc, donc, au début, mes premières 7 années, très, très techniques. Et après, je suis passée avant-vente. Avant-vente. Voilà. Et donc là, c'était chez Adva, voilà. Adva qui est devenu Atran, qui a été racheté il n'y a pas longtemps, pardon. Et donc là, on découvre le business là. On commence à découvrir le business. Et c'est ce qui t'a passionné aussi. Donc je veux comprendre un peu comment tu en arrives là déjà à la partie avant-vente et pourquoi c'est important pour les entreprises. Oui. Après, la partie avant-vente, c'est l'ingénieur qui est déjà vraiment technique. D'accord. Et voilà, qui va travailler avec le commercial, avec les clients pour pouvoir voir si la solution match le business, match le besoin finalement. Donc là, en tant qu'ingénieur, on commence à voir vraiment comment le business marche, voilà, à répondre aux appels d'offres si c'est ce type de business-là. Donc nous, on faisait du B2B, donc c'est pas du B2C, c'est différent, voilà. Dans les télécoms, il y a beaucoup, les opérateurs font beaucoup de B2C, bien sûr du B2B, mais tout ce qui est derrière, les grosses boîtes de tech qui sont derrière, c'est souvent du B2B. On ne vend pas au grand public, bien sûr. Et donc, c'est un type de business particulier. Donc, moi, j'ai appris sur le tas. Donc, en étant aussi, malgré tout, ingénieur, donc on pouvait aller, par exemple, faire les salons, faire des démonstrations, donc aller parler aux clients, mais, par exemple, ne pas le noyer de détails techniques. Voilà. Ça dépend aussi qui on a en face de soi. Voilà. Donc, trouver le bon niveau d'information en fonction des besoins aussi immédiats. Exactement. Exactement. Et donc, il faut avoir l'assurance de parler technique
et aussi avoir l'assurance de parler à différentes personnes de cette technicité-là. Donc, c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve. Et j'ai beaucoup appris au contact de ces personnes-là du business, ce qui nous amène d'ailleurs au MBA quelques années plus tard. Oui, absolument. Voilà, et donc on voit comment l'entreprise cherche de l'argent, en fait, tout simplement. Comment l'argent rentre. Comment l'argent rentre, c'est une vraie école, hein, parce Exactement. que aussi d'aller négocier des contrats, je sais que c'est Ah, des choses... voilà, les négociations. Les négociations, c'est des choses Ouais, que tu as ouais. fait J'adore pas mal. la négociation. Je pense que il faudrait qu'on fasse une autre discussion spécifique sur la négociation. Ouais, c'est un sujet qui me passionne. Donc, peut-être que je ferai une page spéciale pour les négociations. Oui, ouais, parce qu'aujourd'hui, on en a besoin dans tous les business, hein, finalement, dans toutes les entreprises. Oui. Donc, on parlait d'avant-vente, de préparer tout ce qui est business. Mais quand on arrive devant le client, comment on fait pour présenter son offre et après négocier Exactement. C'est vrai qu'au début, ça peut être intimidant effectivement. Souvent, on peut vendre des solutions au client et le client, il connaît sa situation actuelle, il connaît, disons, son réseau mieux que nous. On peut connaître les technologies, mais les clients, donc, à un moment donné, voilà, il faut faire attention déjà à ce qu'on dit, comment se positionner exactement. Et donc, ça revient à être beaucoup à l'écoute du client. Voilà. Donc, et je pense que les métiers donc avant-vente, les métiers de sales, c'est des métiers qui nous font grandir aussi en tant que personne. Parce qu'à part la technicité, il y a l'humain derrière. Oui, il y a l'écoute, l'humain et comment j'interagis. Des fois, un deal peut se gâter à cause de l'humain. Bon, de toute façon, souvent, ça se fait ou se défait avec l'humain. Voilà. Des fois, ça passe ou ça passe pas. Et juste, on fera la parenthèse là, mais juste en termes de quelques tips que tu peux nous partager ou de learnings. Pardon pour le franglais, mais en tout cas, quelques petites astuces que tu pourrais nous partager pour réussir la négo. Et puis après, effectivement, on fera la préparation. La préparation. Celle-là, voilà, ça te parle. La préparation, c'est hyper important. Je pense que beaucoup arrivent en négo, fleur au fusil et aussi... c'est bon, j'ai la techno, j'ai tout compris, je comprends notre solution de A à Z. Oui, effectivement, parce qu'on le fait depuis 10 ans, peut-être 15 ans, j'ai pas besoin d'être préparé. Moi, je pense qu'on a toujours besoin d'être préparé. Et la préparation n'est pas surtout centrée vers soi, elle est vers les autres, elle est vers les personnes qu'on va rencontrer, qui ils sont. Moi, je fais toujours des recherches sur les personnes que je vais rencontrer les premières fois. Jamais... ces dernières années, non. Jamais j'y vais. On me dit, voilà, telle personne. Je vais voir qui c'est. J'ai affaire. Oui, à qui j'ai affaire. Exactement, voilà. À qui j'ai affaire. La préparation, voilà. Comment va se dérouler l'entretien, quels sont les sujets, voilà. Et surtout, après la préparation, le déroulement, ce qui est important, c'est lorsqu'on va... Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre sur la table et à laisser aussi sur la table. Parce que le but, c'est un échange finalement. Mais moi, je dirais la préparation. Très bien, merci pour ce conseil qui est très utile. Et je pense que pour toutes sortes de négociations même, que ce soit effectivement dans la vie privée, perso ou d'autres choses. Oui. Ou des négociations au niveau géopolitique. Oui, géopolitique, surtout en ce moment. Oui. Et d'ailleurs, toi, quel est ton regard aujourd'hui que tu portes sur... Bon, là, il y aura Vivatech là, qui va commencer dès demain. Oui. Et donc, bon, on ne va pas donner de date, mais là, on donne une date là directement. Mais en tout cas, on est en plein Vivatech là, au mois de juin. Et donc, on voit très bien aussi que la situation géopolitique, la souveraineté... l'IA qui est dans notre quotidien. Quel regard, toi, tu portes sur tout cet écosystème aujourd'hui? Oui. Après, je pense que rétrospectivement, l'IA, on a commencé... Moi, personnellement, j'ai commencé à l'utiliser depuis 3 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et effectivement,
c'est extraordinaire en fait, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA. Moi, je l'utilise quasiment tous les jours, sincèrement, et ça fait que j'ai plus de temps pour faire d'autres tâches. Voilà. Et donc, mon regard par rapport à la souveraineté, donc après, ça va toucher un peu la géopolitique. Je ne sais pas si on peut aller là-dedans, mais effectivement, moi, je pense que, voilà, bon, déjà, si on parle du point de vue de la France, du point de vue européen, j'entends bien effectivement aujourd'hui ce qui est en train de se dire, c'est que voilà, on maîtrise de moins en moins nos données, effectivement. Voilà, on va pas citer de noms, mais énormément de boîtes étrangères disposent de nos données et on n'a pas la main dessus. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, bâtir plus de data centers locaux. Voilà, en fonction des pays, bien sûr, parce que les situations sont différentes. Là, si on parle par rapport à la France, j'entends effectivement, voilà, utiliser de plus en plus des outils qui font que demain, s'il y a un problème, on n'est pas coupé d'un seul coup. Parce que c'est ça aussi le risque, au fait. C'est ça. Donc, on ne va pas, encore une fois, citer de noms ou de pays, mais voilà, récemment, on l'a vu, juste il y a 2 jours, des changements, des coupures brutales qui peuvent, par exemple, si on est un business, être quand même des cas très, très, très sensibles. Voilà. Si on a de l'IA qui est embedded, qui est inclus dans tous nos process et que le lendemain, la société demande unilatéralement de couper, ça peut être un souci. Donc finalement, voilà, je suis très contente et fière de participer à Vivatech cette année. Donc ça va nous permettre de découvrir encore plus ce qui se fait ici en local en France et aussi en Europe et aussi en Afrique d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de délégations voilà, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, donc qu'on va découvrir ce qui se fait aujourd'hui sur place. Et donc, il y a la souveraineté aussi du point de vue africain, par exemple. Absolument. Voilà, nous aussi, on a énormément de données qui sont hébergées un peu partout dans le monde, dont notre politique ou nos lois n'ont pas finalement de mainmise. Donc ça peut être très compliqué. Donc après, pour moi, pour le cas de l'Afrique, ce serait bien de se mettre par silo. Voilà, les pays qui se mettent en groupe et essayer de réfléchir en commun pour tel sujet, comment on devrait agir ensemble. Voilà. Et donc, oui, non, mais je partage ton point de vue. Et l'idée, c'est comment est-ce que je ne suis pas dépendant d'une seule technologie ou d'un seul pays. Après ça, moi, en tant que technicienne, je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de ne pas être dépendant sur un aspect. Voilà. Après, je pense que si on est dépendant sur un aspect, il faut connaître exactement sur quel point on est dépendant. C'est-à-dire ne pas le découvrir quand il y a un souci. Donc, ça veut dire du risk management derrière. Voilà. Mais moi, je pense que sincèrement, je défends des valeurs humanistes finalement. Je pense que le monde devrait collaborer, pas se scinder, sincèrement, et surtout en matière de science. Et c'est ça qui fait exploser, avancer la science. Donc, si on travaille trop aussi par silo, on va aller beaucoup plus lentement. Moi, c'est ma conviction personnelle. Et donc, par rapport à la souveraineté, voilà, il faut sur la chaîne de valeur, il faut en maîtriser pas mal, ça c'est sûr. Et après, comme je dis, faire du risk management sur le reste. Parce que sinon, on ne peut pas tout fabriquer de A à Z. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en tout cas. Absolument. Donc, le risk management avec des plans de remédiation en cas de problème. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? Et le coût derrière. Parce que souvent, et le coût derrière. Qu'est-ce que ça nous coûte aujourd'hui d'acheter telle pièce électronique à tel endroit et de ne pas le fabriquer? Qu'est-ce que ça nous coûterait de le fabriquer? Finalement, si on regarde du point de vue africain, c'est des questions à se poser énormément, en fait. Parce que la souveraineté, ce n'est pas juste un mot, pour moi. Il faut le vivre tous les jours. Et il faut actionner dessus. Voilà, ce n'est pas juste un joli mot et après, on ne fait rien derrière.
Donc, je pense qu'on n'en est pas là encore. Il y a encore du Et chemin. donc, mais c'est déjà bien de faire une cartographie sur quel point on peut s'améliorer. Allez, un pays peut dire dans 5 ans, 10 ans, je veux maîtriser cette technologie-là. Je pense que beaucoup de pays aujourd'hui qui sont leaders dans ces domaines, c'est comme ça qu'ils ont fait. Voilà. Mais voilà, donc après chacun ses atouts, ses avantages, et puis on travaille sur ça. Mais je pense que, comme j'ai dit, la collaboration sur les points ou les technologies qu'on ne maîtrise pas peut faire marcher. Mais c'est très vrai. Et merci beaucoup, Kumba, pour ce regard aussi que je trouve très juste, à la fois sur, oui, le risque de la data, des données qu'on a. Et je pense que c'est un risque qui est partagé par tous les pays, hein, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Et chacun, je pense, trouve des solutions en fait, qui leur correspondent. C'est ça. Qui font du risk management, donc ça c'est très utile. Et donc aujourd'hui, toi tu viens à Vivatech. Pourquoi c'est important d'être là? Et je pense aussi d'avoir tous ces pays qui viennent aussi. Cette année, c'est l'Allemagne, le pays qui est à l'honneur. Il y a l'Inde aussi qui est le pays pour l'IA qui est là aussi. Donc on s'attend vraiment à trouver toutes ces forces. Pour moi, c'est un peu ça. Ce sont des forces qui sont en place. Voilà. En quoi c'est important? Tu l'as déjà dit rapidement, mais je voulais avoir quelques mots. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, encore merci donc de faire partie de la délégation Women Tech de Vivatech. Voilà, exactement. Et je pense que moi, j'ai toujours suivi en fait ce qui se fait à Vivatech. Donc aujourd'hui, avoir la possibilité d'être à l'intérieur, donc d'aller voir et parler aux gens. Je pense que ça change. Je lis beaucoup ce qui se fait au niveau de la tech. Je lis énormément, que ce soit ce qui se fait aux États-Unis, en Chine, en Europe, etc. Donc voilà, tous les sujets, comme on dit, qui m'intéressent avant tout, mais aussi même les sujets connexes. Donc aujourd'hui, le fait de me déplacer et de venir, c'est vraiment avoir l'opportunité d'échanger avec toutes ces personnes qui, si on n'est pas là, c'est un travail en soi d'aller les rencontrer one by one. Absolument. Donc le fait de les avoir tous là sur 3-4 jours, c'est exceptionnel. Et ils vont montrer exactement ce qu'ils sont en train de faire, ce qui va sortir d'ici 1, 2, 3 ans. Et l'état des choses aussi en termes d'IA, en termes de data center. D'ailleurs, c'est les sujets, moi, qui m'intéressent. Et aujourd'hui, voilà, après mon retour au pays, c'est d'avoir aussi un nouveau filtre qui est différent que, par exemple, quand je vivais en France. Et donc, de voir aujourd'hui, avec ces études-là, qu'est-ce qu'on peut faire aussi là-bas, sur place. Et donc, vraiment, je pense que c'est de vivre, voilà, avec les ingénieurs aussi, avoir l'occasion de rencontrer les leaders surtout et d'écouter leur point de vue. Lors de ces événements-là, si on écoute bien, énormément de choses, de brides peuvent sortir. Et ça nous fait comprendre ces grosses boîtes tech, les directions, et ça peut aussi aider nous en tant que business leader, les stratégies aussi vers lesquelles et de voir ces grandes tendances. Exactement. Et ça peut nous aider aussi après. Le but, c'est ça, de nous aider finalement dans le cadre du travail, quelle direction prendre sur tel sujet. Voilà. Ou quelle direction laisser d'ailleurs. Aussi, oui. Très bien. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer, absolument. Et donc, juste sur ton parcours que je connais, hein, mais quand effectivement, tu as eu cette période aussi, donc tu es diplômée de l'ESSEC, l'ESSEC MBA de l'ESSEC, et c'est là-bas que nous sommes rencontrés. C'est ça. J'ai eu l'occasion donc vraiment de travailler avec toi et c'était vraiment un honneur, une joie de pouvoir faire ce parcours ensemble. Et j'ai vu aussi une femme, aussi une professionnelle très engagée sur les sujets de la tech, etc. Et ce que je voulais comprendre, c'est comment
Donc, tu avais une carrière aussi en parallèle, tu as fait ton MBA entre la France, le Sénégal, et puis passé par l'Italie, Singapour, etc. Donc, je voulais que tu reviennes un petit peu cette période. Comment tu as fait pour réussir aussi? Et on va peut-être reboucler avec l'envie, ce que tu dis, et je le vois maintenant aussi. Mais voilà, comment tu as réussi à traverser cette période-là? Donc quand j'étais avant-vente, déjà quand j'étais ingénieur full technique, au bout de 5 ans, 7 ans, j'ai commencé à voir en fait mes responsables, les leaders, voilà leur parcours en fait, voilà comment ils avaient fait pour en arriver là ou juste d'où est-ce qu'ils venaient. Et donc ça m'a inspirée finalement. Et donc comme on sait, moi j'ai fait donc une école d'ingénieur, pas de business school. Et donc là j'étais finalement en plein milieu de finalement comment l'entreprise fait rentrer de l'argent. Et ça c'est une autre c'est un déclic finalement, c'est un autre mindset qui est totalement différent de OK, j'ai un réseau à faire marcher, à configurer, etc. Ou une pièce à usiner. Donc ça c'est totalement différent. Donc c'est vrai que j'ai appris beaucoup sur le tas, mais énormément de choses. Je me suis dit, il va falloir penser peut-être à aller en business school. Donc pendant des années, en fait, j'ai mûri ça. Je ne me suis pas levée un jour et je me suis dit, je vais faire ça. C'était un long process. Et après, on retourne à l'école avec la famille, avec les enfants. Et c'est long, un MBA. C'est pas juste 2 heures le soir, ou c'est 18 mois, en fait. Et c'est beaucoup de... C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'énergie, mais j'ai énormément appris. Moi, c'est pour ça que je voulais aller. Je voulais aller finalement apprendre, bien sûr, l'ESSEC MBA de l'ESSEC et vraiment tourner vers l'entrepreneurship. Et je me suis dit, voilà, peut-être retourner en Afrique, ce serait vraiment, vraiment quelque chose de plus à avoir dans son parcours qui pourrait mieux peut-être se coller à la réalité du terrain. Voilà, en étant ingénieur 100%, en étant à la maquette, voilà, je ne me voyais pas finalement avoir quelque chose qui va comment dirais-je, qui va rendre vivant la chose en fait dans la durée. Voilà. Absolument. Donc c'est pour ça que j'ai cherché. Et j'ai trouvé l'ESSEC et c'était une très très belle expérience. J'ai énormément appris, en peu de temps, énormément appris, énormément changé. Je pense que ça m'a changé et ça m'a fait prendre des risques que jamais je pense que je ne prendrais si j'étais restée dans la zone de full-time technique en fait finalement, je pense, ouais. Et donc je pense que ça t'ouvre. Ça t'ouvre littéralement. Et après, on rencontre énormément de gens différents, de backgrounds différents. Et donc, on voit les différentes perspectives, que ce soit un RH, un financier. Et donc, moi, l'aspect financier aussi de cet MBA m'intéressait énormément. Parce que, comme je dis, ce n'est pas des choses qu'on a appris. La comptabilité, les finances, lire un financial report, c'est pas des trucs qu'on apprend en électronique, voilà. Donc vraiment, donc ça apporte vraiment ce plus. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui tient le monde. Donc il faut comprendre comment le monde marche, comment le capitalisme marche, voilà. Absolument. Pour pouvoir se frayer un petit chemin. Et donc et tu fais ton MBA à Paris, entre Paris et le Sénégal, faut le dire, et Dakar. En fait, quand je choisissais le MBA et tout, c'était pas encore le Covid, c'était en 2020, si je me souviens. Oui. Voilà, c'était fin 2020. Et donc, j'ai été acceptée, etc. Et donc c'était, je pense, novembre, quelque chose comme ça. J'ai été acceptée fin novembre. Et donc, on devait commencer mars 2021. Mais je ne sais pas si tu te rappelles bien,
les histoires de Covid ont commencé décembre. Et donc, bon, on a passé un bon Noël et de bonnes fêtes. Mais bon, après, voilà, on pensait que voilà, ça allait être juste un truc qui va passer comme d'habitude. Et après, les trucs ont jeté down et j'ai commencé à me poser la question. Donc, les cas ont augmenté. Bon, après, quand le président a dit « Ah, on ferme les territoires », j'ai dit, waouh, comment je vais faire? Donc, j'appelle les SEC, etc. Je leur explique. Oui, parce que toi, ton projet, c'était de pouvoir. Donc, tu avais déjà déménagé à Dakar ou non, pas du tout. J'étais là. J'étais là. Mais ton projet, c'était de le faire quand même. Ici, en fait, finalement. Mais en étant à Dakar. Non, ça, c'est venu après. Ah, d'accord, ok. C'est venu après. C'est venu après. Oui. C'est venu après parce que après, donc, le Covid s'est déclenché en décembre. Après, j'ai eu un poste, je pense, février à Dakar. À Dakar, d'accord, voilà. Très bien. Donc. Mais, et donc je leur parle et tout, voilà. Ils me disent, voilà, donc c'est des cours en présentiel, hein, comme on le sait. Oui, et ça change effectivement le learning experience. Donc, l'expérience d'être en salle, c'est totalement différent. Mais après, le pays shut down. Donc, on a fait, avec le Covid. Voilà, donc on a fait de mars à... Oui, quelques mois. Non, on s'est vu quand même lors de l'ouverture. Oui, après, on est reparti. Ils avaient ouvert un peu en avril. Oui. Voilà, on avait fait quelques cours avec les masques. Le pays n'était pas très certain de ce qu'il fallait faire. Exactement. Personne ne savait. Personne ne savait. Ouais. Donc, c'était finalement au jour le jour, les informations tombaient. Donc, je me souviens, on avait fait des cours à Cergy. Exactement, pour avoir au début. Capacité, oui. Exactement. C'était rigolo aujourd'hui, rétrospectivement, de voir les masques de personnes qui ne se connaissent pas tous arriver en salle de classe. Mais franchement, après, ça s'est bien passé. Et donc, à l'époque, effectivement, donc, je suis allée à Dakar. Et donc, quand je venais faire les cours, donc les avions étaient vides. C'était trop bizarre, franchement. Et donc, tu rejoins ton job à Dakar. Voilà, c'est ça. Avec toute la famille déjà ou pas? La famille... Mon mari était déjà sur place. D'accord. Et les enfants donc, moi, j'ai amené les enfants. J'ai amené les enfants la veille que le président français a dit qu'il allait fermer les territoires. Donc, on est allé se confiner là-bas. Donc, je travaillais en parallèle, en fait. Oui, voilà. Très bien. Je travaillais en parallèle. Et c'est lorsque je suis revenue... Oui, ça, c'était... Oui, je vois. En fait, je travaillais en parallèle. Et lorsque je suis revenue, je travaillais toujours en France. Donc, c'est lorsque je suis revenue, fin d'année, de la première année du Covid, que j'ai switché d'entreprise. Donc, et Dakar. Et donc, finalement, donc, je venais de Dakar. Mais mon entreprise avait déjà commencé. Oui, mon entreprise savait que, voilà. Et de toute façon, j'ai hésité. Sincèrement, Andrea, j'ai hésité. Je me suis dit, j'attends. Arrêter le MBA, c'est ça? Oui. À le repousser. À repousser d'une année. D'ailleurs, ils m'ont dit, oui, tu pourrais. J'ai dit, est-ce que j'aurai la force? Si j'y vais et que je m'établisse et tout. Donc là, je suis là. Donc, finalement, j'ai dit que c'était le destin. Donc, il faut que j'y aille, que je n'hésite pas. Sinon, après, je ne suis pas sûre peut-être que je l'aurais fait. Donc, j'ai fait. J'ai fait. C'était dur, les déplacements, effectivement, comme tu as pu le voir. Mais j'ai fait. Et donc, moi, je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas de vous avoir rencontré. Voilà. Les échanges. Voilà, exactement. Et moi, personnellement, oui, ça m'a appris aussi, effectivement, les rencontres. Mais tout à l'heure, tu le disais, mais c'est aussi les lectures. Oui. Quand on part de là, en fait, l'information, on ne la traite plus de la même façon. Exactement. On la traite plus rapidement. On arrive à tout de suite voir ce qui est important dans un article. Parce qu'on en a tellement lu. Exactement ça. Ça fait plus peur. Ça fait plus peur. Et en fait, oui, ce changement de mindset, finalement, par rapport à toutes les personnes qu'on rencontre, qu'on a rencontrées, il y a vraiment ce déclic-là. C'est comme une plasticité entre les gens. Et quand on regarde un billet sur un papier, on ne peut pas l'estimer, ce retour-là. On ne peut pas le qualifier, ni Moi, c'était matérialiser. C'était plus que ce que je m'imaginais, en mieux.
Voilà, Exactement. sincèrement. Ouais, ouais. Donc, non, c'est sûr. Et donc, quel conseil je sais que tu n'aimes pas trop donner des conseils parce que tu estimes que chacun fait avec ses moyens du bord. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais avec le recul maintenant, quels sont les conseils que tu peux donner, en tout cas des retours par rapport à ton parcours, ta prise de risque aussi, parce que c'est aussi une prise de risque en quelque sorte. Hein, c'est vrai. Se dit, voilà, je fais le choix, je fais des choix comme ça et qu'est-ce qui va advenir? Parce qu'aujourd'hui, tu es donc ingénieure, entrepreneuse aussi, parce que tu as créé ta boîte, tu accompagnes plein de clients sur tes sujets. Voilà. Quels sont les conseils que tu pourrais donner? Moi, je pense qu'après, peut-être si j'étais restée en France, ça allait se dessiner d'une autre manière. Absolument. Parce que les environnements sont différents. Mais je pense que c'était bold au milieu du cursus parce que j'aurais pu rester, continuer, devenir CTO ou voilà, chef ingénierie, ce genre de choses-là. Voilà. Mais même ces postes-là, on a besoin d'avoir cet œil business en fait, de comprendre. Voilà. Et il y en a, moi je comprends, il y en a qui ont la chance dans les entreprises en interne d'avoir des mentors ou même de vivre la chose et d'avoir un chemin qui se ferait. Mais si des fois ça peut ne pas être le cas et donc faire un MBA ou juste prendre ou lire finalement des cours de business qui nous intéressent. Ça dépend, le business il est large bien sûr, donc ça dépend des sujets qui nous intéressent. Ça change en fait, parce que finalement tu apprends comment l'entreprise marche. Et ça, je pense que ça change tout, ça change notre perspective en fait de la vie. Et je suis sûre qu'il y en a, ils gèrent même leurs finances personnelles de manière différente. Oui, parce qu'on a appris énormément de choses aussi sur ça, comment marcher les marchés, effectivement. Et donc, c'est voilà, devant un Bloomberg voilà, qui t'explique comment les marchés, voilà, là, on est quand même de plus en plus à l'aise. Et donc, je pense que c'est ces aspects-là qui peuvent être importants. Et je comprends aussi, encore une fois, ceux qui veulent rester 100% technique, c'est très bien. Moi, j'adore la technique. Et je ne veux pas lâcher la main aussi, dans la technique. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là à Vivatech. Voilà. Donc ça permet de toujours comprendre ce qui se passe parce que ça va avec le business, ça va de pair en fait. Voilà. Et donc en ayant un background technique, ça aide énormément effectivement. Et j'ai vu aussi effectivement aujourd'hui l'aisance avec laquelle effectivement on traite énormément d'informations en un si court de temps. Et ça, c'était à cause aussi de cette formation-là, je pense. Les rencontres dans ce MBA, c'est sûr, hein, tu en as parlé. Et on en profite de faire un coucou à Élise, d'ailleurs, avec qui on a fait un très beau projet Aquaba. C'est des souvenirs. Exactement, exactement. Donc, vraiment, Élise Nsangou, elle nous a, en tout cas, moi, elle m'a beaucoup inspirée. Pareil, voilà, par sa force. Et elle m'a convaincue finalement de nous embarquer dans cette aventure où on a finalement créé notre boîte qui a tourné pendant 2 ans sur la France. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Oui, on s'est beaucoup amusé, sincèrement, on s'est beaucoup amusé. Donc effectivement, ce projet-là qui était de mettre en lumière les beaux produits que l'Afrique pouvait faire, donc en termes d'objets, de produits alimentaires, donc que ce soit même, je me souviens au Sénégal, sourcer des produits. On a sourcé des produits sur toute l'Afrique, Madagascar. Donc franchement, c'était pas juste un test, c'était réel pour moi. C'était réel. Voilà, c'était réel. Et ça nous a mis vraiment dans le bain aussi de l'entrepreneuriat. Oui, totalement. Et moi, ça m'a énormément aidé dans mon travail d'aujourd'hui. Donc, d'avoir cette structure, voilà, où on avait, notre comptable, le sourcing, les ventes, voilà, le suivi, voilà, les calculs.
les calculs voilà, à faire. Absolument. Exactement. Oui, oui. Donc franchement, c'était hyper intéressant. Mm. Et c'est une très belle expérience. C'est vrai qu'on est en train de mettre pause là-dessus. Voilà, parce qu'on est toutes un peu busy. C'est sûr. Mais moi, je garde au fond que je pense qu'on va le reprendre, ce projet-là. Ouais, je pense que c'est un beau projet qui a tout pour réussir, donc, le marché, le besoin voilà, qu'on avait étudié. Ça. Donc je remercie franchement Élise, top, qui nous a boosté comme pas possible. Oui. Et en tout cas, je salue aussi toute la promo. Exactement, la meilleure promo, comme dirait Salima. En tout cas, c'était une très belle expérience et je remercie aussi toutes ces belles personnes qu'on a eu à rencontrer, qui fait que l'expérience est 1000 fois mieux que juste si on venait étudier et retourner travailler. Absolument. Donc, et on leur partagera cet épisode. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment le côté business et puis de pas peur de prendre des risques. Finalement, c'était ça en fait. Aussi, je pense, le but de ta question. Sincèrement, je pense que ça dépend exactement de ce qu'on veut dans la vie. Et moi, je suis quelqu'un qui aime découvrir aussi, donc qui n'aime pas la monotonie, tu vois. Oui. Donc, je pense qu'il faut essayer de se connaître et voir les voies qui nous vont le plus. Et je pense que j'ai eu... Je me réfère... Tu m'inspires aussi beaucoup, Andrea. C'est vrai qu'on se parle souvent. Sans le dire, en fait, tu m'inspires beaucoup parce que je dis, il ne faut pas avoir peur aussi de créer le chemin professionnel ou le poste qui nous ressemble au jour J, je veux dire, en ces temps-là. Voilà. Parce qu'on peut se dire, allez, c'est vrai que je ne faisais pas ce que je faisais avant, qui était beaucoup plus, carré, technique. Beaucoup plus carré. Demain, je sais exactement où est-ce que je vais. Donc, aujourd'hui, comme vous dites, j'accompagne certaines multinationales là-bas en Afrique. On monte des projets où, je suis bien en amont aussi des projets. Donc, que ce soit comment monter le financement, tout ça, c'est des choses, que je fais aujourd'hui. Donc, c'est hyper intéressant. Tu m'en avais parlé un peu, on ne va pas dire les montants, mais c'est des gros montants. Oui. Donc, c'est des gros projets. Exactement, c'est des gros projets avec des grands budgets. Et tu me disais aussi ce que tu retrouvais, c'est la partie négociation qui exactement, est exactement. Et le fait d'être bilingue aussi, ça aide énormément. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de parler plusieurs langues, sincèrement. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Même dans les aéroports, je veux dire, ou dans l'avion, j'ai rencontré des gens. Et parce que il y avait une question, un truc ou une traduction à faire. Et après... Ça ouvre des palettes, sincèrement. Qu'on parle espagnol, italien, en plus du français ou ça aide. Sincèrement, ça aide. Moi, mes enfants, je leur dis, il faut que vous parlez minimum l'anglais. Voilà. Bien sûr, en plus du français et de notre langue et de notre langue maternelle. Donc, je leur dis ça et il y a des jours où je dis, aujourd'hui, on fait que parler anglais. Excellent. Donc c'est ça. Je pense que c'est le conseil. Peu importe ce qu'on fait, ça peut aider. Ça peut mais énormément, sincèrement, énormément. Et donc et comme on sait, dans la tech, tout est écrit en anglais. Donc donc les filles, les jeunes garçons, si vous voulez aller dans la tech, je pense qu'il faut être un peu anglophone. Aujourd'hui, en tout cas. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Kumba. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager tout ce qu'on s'est dit. Et surtout, moi, il me reste une pensée là qui vient, c'est d'avoir aussi on en vient à cette envie, ce courage de créer ce qu'on a envie. De créer, tu l'as dit tout à l'heure, le métier qu'on a envie. Et bravo à toi. Et merci pour cette conversation. Merci Andrea de l'invitation, vraiment. Merci beaucoup. À bientôt à Vivatech. À bientôt à Vivatech, exactement.